Salut à tous, salut à toutes et bienvenue à ce 88e numéro de la case Geek, le magazine, avec aujourd'hui pour m'accompagner Monsieur Loïc. Bonsoir. Et Benjamin. Hello. Donc au programme d'aujourd'hui, nous aurons du jeu vidéo, de l'actu série, nous aurons aussi le test réalisé par Brice du fameux Assassin's Creed, et nous aurons ensuite l'interview de JBX et Péculiar réalisée par Clémence au festival Animasia. Donc, pour les actus jeux vidéo, eh bien, que s'est-il passé dans le monde, mon petit Benjamin? Eh bien, vu que la nouvelle génération de consoles est vraiment en train d'arriver et que Call of Duty Ghost est récemment sorti, il ne s'est pas passé grand-chose ces derniers jours. Mis à part l'arrivée d'un nouveau Humble Indie Bundle qui est vachement cool, consacré à Warner Brothers. Donc il y a par exemple il y a Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City, pour à peine 5 ou 6 $. Fear 2 et Fear 3, Le Seigneur des Anneaux, La Guerre du Nord et Scribblenauts Unlimited. Donc plutôt une très bonne offre pour les personnes qui souhaitent participer à ce Humble Indie Bundle. Exactement, surtout qu'en plus, là, vu que l'émission sera diffusée donc, le mercredi de la semaine suivante par rapport à celle qui est enregistrée là, il y aura d'autres nouveaux jeux, on ne sait pas encore lesquels, donc il faudra attendre un petit peu, mais il y aura encore plus de jeux, donc Donc encore mieux, encore plus, une bonne offre. Et pour la charité, et ça c'est cool. Et donc ensuite, dans un autre registre, il y a quelque chose de beaucoup plus sinistre et beaucoup moins joyeux. Ah, que s'est-il passé de si monstrueux dans le monde des geeks? C'était le jour d'Halloween, le jour où tout le monde se déguisait. Malheureusement, beaucoup de gens ont pris peur lorsqu'ils ont appris que la boîte à lettres Nintendo avait disparu. Ah oui, bah en effet, catégorie horreur, là on vient de passer un échelon, là, excuse-moi. Exactement. J'ai des frictions qui me partent pour le coup. Ah oui, Disons que bravo, c'est Benjamin. c'est juste que la boîte aux lettres Nintendo, c'est juste un des meilleurs outils de la 3DS, parce qu'on peut envoyer des messages à la con à ses amis et tout. Et en fait, il s'avère qu'elle a été retirée, et on n'a pas su pendant une semaine pourquoi elle a été retirée. Et en fait, maintenant, quand on connaît les raisons, c'est absolument sinistre. Donc si vous voulez acheter une fusée pour vous barrer de cette planète, maintenant ce serait le moment, parce que voilà ce qui va suivre. Donc, en fait, il s'est avéré que la boîte aux lettres Nintendo avait été utilisée dans des affaires de pédophilie, pédopornographie. Donc il y avait des enfants qui avaient envoyé des images d'eux nus à des adultes qui voulaient leur demander des... Ah, c'est absolument glauque, monstrueux Oui. et dégueulasse, Voilà, c'est formidable. Donc D'accord. Nintendo a eu vent de cette affaire et donc a décidé de retirer le service pour éviter qu'il y ait plus d'affaires de ce genre-là qui se reproduisent. C'est absolument immonde. Surtout qu'on sait que Nintendo est très à cheval sur cette politique-là, hein, puisqu'il y a tout de même le système des codes AMI qui est très restrictif. C'est surprenant qu'il y ait une affaire pareille sur cette console-là. Mais le problème, c'est que voilà, quand il s'agit de pédopornographie, les gens arrivent souvent à se débrouiller, à convaincre les enfants de donner leur code AMI, donc finalement ça n'a pas servi à grand-chose. Et chose un peu plus illogique, c'est que donc, le service a été retiré, mais que en ligne. On peut encore envoyer des images et des petites notes via le Street Pass, donc en gros avec des inconnus, ce qui est encore pire en fait finalement. Mais... Oui, finalement, c'est pas la bonne option qui a été forcément enlevée. Et puis finalement, tu dis qu'il a été remis en ligne le service. Non, en fait, c'est juste le service en ligne qui a été retiré, mais le service local est conservé. Donc D'accord, il reste toujours, parce que tu as dit que ça a été retiré pendant une semaine. Non, ça a été retiré pendant une semaine, on ne savait pas pourquoi. Mais c'est définitif. Voilà, c'est définitif, et donc en attendant que le Miiverse sur 3DS soit intégré, on n'a aucun moyen de s'envoyer des dessins débiles, sauf si quelqu'un est à proximité. Sachant que si comme moi vous achetez une console portable pour jouer et pas pour ce genre de conneries, je ne suis pas sûr que ce genre de décision de la part de Nintendo soit dramatique. Et je vous propose maintenant de découvrir le test que Brice a réalisé du tout dernier Assassin's Creed qui est sorti sur console, à savoir Black Flag. Créée en 2007, la série Assassin's Creed n'en finit pas de nous faire revisiter différentes époques de notre histoire. Des croisades à la Renaissance italienne en passant par la guerre de sécession américaine, Ubisoft a su inventer un style de jeu plutôt atypique. Il fut un temps où je pensais être le fléau le plus meurtrier de ces mers. Mais cet homme est un compère redoutable qui se nourrit des désordres et des conflits. Et dans cet épisode, Ubi nous envoie tout droit à l'époque de la piraterie. Après le succès mitigé du troisième opus, cet Assassin 4 bien nommé Black Flag redressera-t-il le tir de Tromblon? On voit ça ensemble. Comme dans chaque Assassin, nous sommes envoyés dans le passé, afin de revivre des passages clés de la vie de nos ancêtres, et notre histoire débute dans les locaux du studio de développement Abstergo, qui décide de faire un jeu vidéo sur les mémoires d'Edward Kinoue, pirate de son état. Nous voilà donc plongés dans cette époque qui sent bon le rhum et le tabac, dans les Caraïbes, entourés des plus grands pirates que la Terre ait portés.
Côté gameplay, ce Black Flag reprend tout ce qui a fait le charme des autres jeux avec le bon et le moins bon. Combat toujours aussi confus, surtout dans la foule, émissions souvent redondantes, bugs de collision et sonores et graphismes parfois douteux, on commence à le savoir, mais rentrons dans les détails. Comme à son habitude, les missions sont disséminées sur la carte et à vous de choisir plus ou moins dans quel ordre vous souhaitez les faire. Enfin, pour ce qui est de la trame principale, une seule voie est possible mais rien ne vous empêche de faire autre chose avant d'avancer plus dans l'histoire. Le mieux est quand même de déverrouiller les points d'observation qui vous permettent d'afficher tout ce qui se trouve sur la map et qui donnent un bel aperçu de l'environnement. De la pêche au gros à la chasse au trésor, de la plongée sous-marine aux batailles navales et à la prise de fort, le jeu regorge d'activités plus plaisantes les unes que les autres. La plongée d'ailleurs réserve pas mal de surprises et la recherche de vieux trésors n'est pas sans risque vu la faune qui rôde autour des épaves. Pour rester dans le milieu maritime, apparu dans le 3e épisode, la navigation est sûrement l'aspect le plus plaisant de cet épisode. À la tête de votre navire, vous voilà parti à l'aventure sur la mer des Caraïbes à la recherche de ressources bien utiles pour votre bateau et votre butin. Armé jusqu'aux dents, chaque assaut envoie du bois. Avec votre longue vue, scannez les navires ennemis pour voir ce qu'ils cachent et à l'attaque. Une fois l'assaut fait, la possibilité d'abordage reste le côté le plus ludique et rentable de mettre un terme à ce massacre. N'oubliez pas que vous êtes à la merci des éléments, et se retrouver en pleine tempête au milieu des tornades donne des sensations plutôt insolites. En ce qui concerne la customisation de votre navire et de votre armement, tout ou presque est possible. Les menus sont très clairs et lisibles, bois pour fortifier le navire, tissu pour les voiles et métal pour les canons, tout est très clair. Des cartes au trésor traînent un peu partout et à l'aide de coordonnées partez à leur recherche. Pillez, fouillez des épaves, voilà ce qui vous attend si votre cœur de pirate vous en dit. Graphiquement, on ne va pas se mentir, Assassin's Creed 4 Black Flag est beau. Sur PS3 certes, la version PS4 n'étant pas jouable pour l'instant. Les décors et surtout l'ambiance sont au rendez-vous. Chaque île, chaque ville regorge de détails et de vie. Se promener dans les ruelles reste toujours aussi plaisant. La végétation rend plutôt bien, même si on se doute que les versions next-gen feront encore mieux. Enfin, on l'espère. Le rendu de l'eau est magnifique et certains panoramas laissent sans voix. En conclusion, mis à part les réfractaires au milieu de la piraterie, cet Assassin's Creed Black Flag est pour moi le meilleur épisode de la série. Dépaysant, joli et exotique, le jeu nous incite surtout en cette période de l'année au voyage et à l'aventure. Malgré quelques soucis par-ci par-là, avec une durée de vie conséquente de plus de 20 heures en ligne droite et un multi, une bande-son aux petits oursins et un univers prenant, cet opus ravit de part en part et il fait partie du top 5 de cette année. On verra ensuite pour les versions next-gen. Voilà donc pour ce test du nouvel Assassin's Creed dont les chiffres de vente augmenteront probablement de manière exponentielle avec la sortie des consoles nouvelle génération, puisqu'on attend évidemment de voir le rendu sur PlayStation 4. Alors, est-ce que vous avez un petit avis, vous, sur ce nouveau jeu qui vient de sortir, ce nouvel opus de la saga? Pour être honnête, moi les pirates j'ai toujours bien aimé, donc c'était agréable de voir un Assassin's Creed version pirate. Après, j'attends toujours l'Assassin's Creed version ninja. Ah oui, toujours, forcément. Assassin's Ça. Creed, ça peut être classe. Et justement, puisque nous sommes à des critiques de jeux vidéo, Benjamin, alors tu voulais nous parler du dernier Batman qui est sorti sur quelle console? Alors il est sorti sur PS3, Xbox 360, PC et accessoirement il est sorti aussi sur PS Vita et 3DS dans une version en 2D nommée Blackgate, donc Batman Arkham Origins. C'est un peu pas terrible. Alors quels sont les points? Alors on va peut-être commencer, les points positifs de ce jeu. Tout semblait aller si bien. Alors en gros, donc le jeu nous place dans les bottes de Batman quand il est jeune et donc il va affronter une série d'assassins car il y a un dénommé Black Mask qui a décidé de donner une grosse somme d'argent à qui rapporterait la tête de l'homme chauve-souris. Et il s'avère que donc le scénario part sur un très bon, part très bien, sauf qu'il y a quelques scènes qui sont vraiment bizarres. Et ensuite il y a un gros twist qui fait vachement plaisir, une scène qui est vraiment géniale, et ensuite ça repart dans une routine jusqu'à un final qui est vachement classe. En fait, le rythme est très irrégulier au niveau du scénario, finalement. Exactement. En fait, ça enchaîne les moments vraiment géniaux et les moments vraiment nazes, un peu comme ça. C'est vraiment de la dent de scie, d'accord. C'est ça. Ensuite, en fait, c'est un épisode qui n'a pas été fait par le studio Rocksteady, qui était à la base responsable de Arkham City, Arkham Asylum. Et on le sent en fait. Parce qu'on sent que c'est les développeurs ont essayé de faire une sorte de copier-coller des épisodes précédents sans vraiment comprendre pourquoi ça marchait.
Donc on peut se balader dans la ville de Gotham, ce qui est sympathique, mais un peu naze parce qu'en gros il n'y a pas grand chose à faire. Enfin si, il y a des objectifs secondaires, mais ils sont pas très intéressants, donc résultat c'est comme s'il n'y avait rien à faire, et c'est plus une sorte de hub entre les différents niveaux, qui sont des salles d'infiltration, qui sont là les véritables moments où on s'amuse bien. Sinon, globalement on s'ennuie, quoi. C'est ça le problème. Et c'est vraiment dommage parce qu'en plus on sent que les développeurs sont des fans de la série, puisqu'il y a beaucoup de détails très intéressants et cachés, mais ça a été desservi par la volonté de Warner Bros de faire exactement le même jeu, mais version Origins pour essayer de brasser un peu d'argent comme ça. Forcément, c'est toujours le problème. Et accessoirement, le pire, c'est que ça a été sorti donc avant Noël pour essayer vraiment de maximiser les ventes. Évidemment. Et qui dit sortie donc pour Noël dit forcément que ça a été bâclé quasiment. Puisque donc j'ai joué sur PS3, les versions Xbox et PC normalement sont un peu moins buggées, mais la version PS3 est injouable. J'ai eu 3 gros freezes qui faisaient que j'ai dû redémarrer la console, un boss qui s'était coincé dans un mur qui ne pouvait pas m'attaquer et je ne pouvais pas l'attaquer. Grosso modo ça ramait à mort. Enfin, c'était... Remarque, c'est quand même un bel hommage, c'est pas la première fois qu'on a un Mr. Freeze dans Batman. Bah justement il est même pas là. En plus, ah bah merde, alors ça relève même pas de buzz. Alors qu'il n'est pas là. Donc c'est juste un gros gâchis et personnellement quand je l'avais testé pour un autre site, je l'avais condamné puisque en fait les gens doivent payer 60 € pour avoir une bêta. Et ça je trouvais ça absolument intolérable, donc j'ai vraiment été sévère. Et en l'état, si je devais quand même le noter, en enlevant les bugs basés sur des potentiels patchs qui pourraient potentiellement sortir dans l'avenir, donc c'est même pas à décider, je lui mettrais quand même un 6 ou un 7 parce que bon, c'est beaucoup trop irrégulier au niveau des moments grandioses et un peu naze. Donc un jeu finalement non conseillé par l'équipe de la Case du Geek. Ouais. Et justement, eh bien, puisque nous sommes à des conseils pour les personnes qui s'intéressent à toute la presse jeux vidéo, vous avez probablement l'habitude du vétéran Jeux Vidéo Magazine. Vous connaissez peut-être le petit dernier sorti Vidéo Gamer. Mais pour les personnes qui, comme moi, se lassent un petit peu de ce genre de lecture et sont peu rassasiées, j'ai une très bonne nouvelle pour vous et je vous conseille de vous ruer immédiatement après le visionnage de cette vidéo chez vos kiosquiers, on va dire ça comme ça, préférés, puisque vient de sortir un nouveau titre dans la presse jeux vidéo ludique, à savoir Jeux vidéo sortons le grand jeu. Un excellent magazine pour seulement 3,95 € avec des dossiers très bien foutus et très bien fournis, des pages rétro, donc ça forcément gêne, des conseils de consommation, des objets complètement délire, puisqu'il y a un petit jeu de cartes qu'ils ont créé eux-mêmes à collectionner à partir des créateurs de jeux vidéo. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est vraiment très drôle. Et alors surtout, en dehors d'une maquette absolument magnifique et d'un style d'écriture absolument génialissime, hein, je suis dithyrambique vis-à-vis de ce journal, mais sincèrement il est exceptionnel. Pour les personnes qui regrettent la disparition de IG Magazine, ruez-vous sur celui-ci parce que c'est vraiment dans la même veine finalement. Ce qui m'a fait définitivement adhérer à ce magazine, c'est un point de vue qu'ils ont dans l'écriture des tests que je partage et je suis content qu'enfin je puisse trouver ça dans un magazine, c'est qu'un jeu vidéo c'est de la culture. Et que de la culture ça ne se note pas. On ne note pas la Joconde par exemple parce qu'en fonction de la personne qui regarde le tableau, le ressenti n'est pas le même. Donc finalement quand ils font des tests de jeux vidéo, ils disent ce qu'ils en pensent, ils donnent un avis général mais il n'y a pas de note. Et ça enfin, c'est quelque chose d'intelligent de la part de testeurs de jeux vidéo. Et je ne sais pas qui dans l'équipe de ce magazine a eu l'idée. Si je le croise un jour, je le roule à patin en espérant que ce soit une blonde à la fin de poitrine, ça m'arrangerait. Je pense pas. Je pense pas, mais bon, tant pis. Mais sincèrement, donc pour les personnes qui nous regardent, achetez ce magazine. Il vaut vraiment le coup, il est exceptionnel, c'est un mensuel. Et en plus, il est pas très cher. il n'est pas très cher par rapport au contenu et par rapport à ce qui est offert dedans. Et vis-à-vis de la crise que subit la presse spécialisée ces derniers temps, ce genre de projet mérite d'être soutenu, donc ruez-vous dessus. Ça vaut vraiment le coup. C'est validé par l'équipe. C'est totalement validé par l'équipe. Et j'ajouterais, n'oubliez pas non plus Canard PC. Canard Bien PC, entendu. mais c'est un autre style quand même de magazine là pour le coup. C'est un style très... c'est particulier. Très particulier en Canard effet. Et nous allons maintenant passer à la partie de l'actu série, puisque Loïc est avec nous, il va pouvoir nous partager ce qu'il s'est passé dans le monde des séries ces derniers temps. Et je crois que tu voulais nous parler de quelque chose qui était très attendu par la communauté geek, à savoir Agent of S.H.I.E.L.D. Voilà, donc j'ai commencé à regarder la série Agents of S.H.I.E.L.D. D'ailleurs, j'ai vu le dernier épisode sorti en date hier soir. Donc c'est l'épisode 6, on a quand même un peu avancé.
Alors, ma critique est un peu mitigée parce que, bon, comme beaucoup de personnes, j'attendais vraiment cette série, d'abord pour plusieurs raisons, réalisée par Joss Whedon qui avait réalisé Firefly avant, qui était une de mes séries préférées de science-fiction, parce que c'est Avengers, forcément il y a le background Avengers derrière, Marvel, des super-héros, donc j'aime beaucoup les séries des super-héros, donc encore une fois ça me tentait vraiment bien. Mais Agents of S.H.I.E.L.D. me pose un problème en fait. Un seul? Ça va alors. C'est-à-dire qu'en fait c'est une impression en fait, c'est-à-dire que la série est bien, mais elle pourrait être tellement mieux en fait que on attend que ça s'améliore. En fait d'abord parce qu'on a un peu l'impression déjà qu'il y a toujours cette impression de Firefly derrière. Tout simplement parce que c'est encore une équipe de personnes qui voguent en fait sur un avion tout le temps. Il y a les scientifiques d'un côté, l'agent spécialisé de l'autre, le boss qui essaie de maintenir tout le monde en place. Et donc on sent le côté un peu Firefly qui est là, qui a cette équipe. Ce qui était bien, c'était aussi d'essayer de faire cette équipe, enfin de faire cette série autour de gens normaux, donc pas des super-héros en fait. Mais ça n'empêche pas le fait qu'on va avoir pas mal de personnages secondaires ou des personnages qui sont de l'univers Marvel ou des petits caméos qui font que tu dis ah ouais quand même, les mecs ils ont un background. Par exemple dans le 3e épisode, on a quand même un personnage qui apparaît qui est techniquement un super grand méchant de l'univers Marvel. Et là il apparaît en tant que personnage secondaire, mais en fait le type s'appelle, je ne veux pas spoiler en fait, donc je ne vais pas dire son nom, mais il apparaît comme ça dans tout l'épisode et en fait moi après on y a une petite séquence à la fin qui dit ah ouais donc il est devenu quelque chose d'autre et on va chercher sur le net rapidement pour voir et on s'aperçoit que c'est un boss qui a combattu dans les comics l'Avenger, qui a eu énormément de mal et tout ça, et là tu dis ah ouais c'est ce type là et tout, et ensuite voilà il y a quelques personnages secondaires qui apparaissent comme ça, qui donnent des noms et tout, et en fait ça nous permet de découvrir un peu l'univers Marvel, donc ça c'est bien. Et en fait, mais par contre le problème c'est qu'il y a un jeu au niveau des jeux d'acteurs, il y a un petit problème, par exemple le boss Coulson, qui est donc techniquement qui était mort dans l'Avenger, qui en fait n'est pas mort, c'est merveilleux. Techniquement on ne voit pas vraiment mourir. Voilà, on ne voit pas vraiment mourir, il est dit comme mort par Fury, mais on ne sait pas vraiment. Mais on sent de toute façon dans la série qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas exactement, enfin voilà. Ils conservent un peu ce mystère quand même, ils vont l'utiliser. Le problème c'est que ce type-là ne change jamais. C'est toujours le même. Il est toujours en costard. Dans n'importe quelle situation, ce type est en costard. Ça doit être compliqué la nuit au lit avec sa copine. Moi je ne veux pas juger. Il a toujours c'est toujours Coulson quoi. En fait le problème c'est que c'est un personnage secondaire à la base, qui est devenu un personnage principal. Mais pour l'instant il n'est pas... Il n'y a pas d'évolution. Oui voilà, en fait il est bloqué dans cette thématique du type en costard, qui a l'air un peu mystérieux, coincé, qui est efficace quand même et tout ça. Et il n'en sort pas trop pour l'instant. Moi, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que le S.H.I.E.L.D. c'est une association top secrète de super-héros, qui est quand même la seule association top secrète au monde à avoir des avions avec le logo imprimé en énorme dessus, des voitures avec le logo imprimé sur les portières et des petites bouteilles d'eau avec le logo imprimé sur le papier de la bouteille. Oui, et des ça, c'est quand même magnifique. Je trouve ça pas mal. Au niveau secret, là, on est quand même pratiquement à la NSA qui espionne le portable de Merkel. Hein. Oui, non, mais on est bon là. Ils ont aussi, même les blouses avec le logo dessus, ça c'est énorme. Mais bon, ça encore, c'est pas grave quoi, on pardonne, c'est l'univers Marvel quoi. Mais c'est juste, c'est dommage quoi, ils ont pas atteint un niveau en fait encore où on pourrait dire que c'est... En fait, j'ai même peur qu'il y ait des menaces d'annulation. Mais en fait, en même temps, je me dis que... Ce serait peut-être pas une mauvaise chose, puisque finalement, toutes les séries qui ont su qu'elles allaient être annulées ont toujours été excellentes dans la dernière saison, les derniers épisodes. Ben non, je pense que ça serait... Oui, enfin, ça j'y reviendrai pour une autre série plus tard, dans une autre émission, qui est en train de vivre ce phénomène-là d'une manière géniale. Mais pour Agents of S.H.I.E.L.D., en fait, je pense pas qu'ils se feront annuler, vu que c'est l'univers Marvel, donc Marvel va les soutenir derrière, les financer pour que ça continue quand même. Mais je pense que ça donnera peut-être l'occasion à Whedon de faire monter la sauce en fait. Ce qu'il n'a pas eu l'occasion de faire avec Firefly, qui à mon avis, à partir d'un moment, commençait vraiment à décoller. Et je pense que peut-être que c'est ce qui va se passer aussi avec Agents of S.H.I.E.L.D. parce que je commence à être bien dedans quoi. J'aimerais bien que ça soit mieux, mais ça l'est pas pour l'instant. Mais peut-être qu'avec le temps, ça va décoller. Donc en fait, je surveille, je regarde, je surveille, je la suis par plaisir.
Mais pour l'instant, j'attends plus en fait. Eh bien, merci à toi Loïc pour cette critique de cette série qui était tant attendue par les geeks. Et tout de suite, je vous propose l'interview réalisée par Clémence de JBX et Pétulia. Interview qui fut filmée lors du festival Animasia sur Pessac et on se retrouve juste après. Donc aujourd'hui, dans l'interview de la semaine, on interviewe donc JBX et Pétulia de la saga MP3 Reflet d'Acide. Donc, je vais vous demander vraiment donc, de vous présenter, de présenter aussi Reflet d'Acide pour les quelques incultes qui ne connaîtraient pas. Alors donc je suis JBX, je fais cette saga depuis 11 ans maintenant, donc c'est une saga MP3 sur la base médiévale fantastique en fait, donc c'est au départ un jeu de rôle et puis ensuite j'ai un petit peu pris la tangente, donc j'ai créé des personnages basés donc sur du jeu de rôle et dans un univers toujours médiéval fantastique en fait, je me répète, ça y est, je suis fatigué. Que veux-tu dire d'autre toi? Ah, c'est à moi, on est malin. Moi je suis Pétulia, je ne fais pas grand chose dans la saga si ce n'est figurant, une ou deux voix. Pas la dragonne, non, ça c'est lui. Moi c'est la déesse Travia et la petite fille qui veut absolument un petit chat et qui mérite pas d'en avoir parce qu'elle est mise au micro-ondes. Et sinon je suis co-créatrice du jeu de plateau qui s'inspire d'un univers Reflet d'Acide et qui a pour but de faire que les joueurs se déchirent entre eux et réussissent à accomplir une quête. Donc le jeu c'est bien un jeu de plateau, pas un jeu de rôle. Alors il y a à l'origine un jeu de rôle qui s'appelle Reflet d'Acier, qui est une parodie de l'œil noir. Et Reflet d'Acide est une parodie de la parodie. Et il n'y a donc pas de jeu de rôle Reflet d'Acide, mais il y a le jeu de plateau Reflet d'Acide en prototype uniquement pour l'instant. Donc la boucle est bouclée, un prototype d'ailleurs que les visiteurs d'Animasia pourront tester ce soir je crois, c'est ça? Ils sont d'ailleurs déjà en train de le tester sur votre stand? Ils essayent dans le bruit, et on n'a plus de voix, mais on essaye ouais, en tout cas. Ouais. Pas pratique quand on fait une saga MP3 de plus avoir de voix. Donc, ça va être l'instant un petit peu mignon de l'interview, mais c'est parce que l'histoire que vous m'avez racontée tout à l'heure, elle était vraiment trop mignonne. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez rencontré JBX? Alors à l'origine, j'étais comme tout le monde, j'écoutais en fait Donjon Nullbuck, puis mon frère m'a fait découvrir Reflet d'Acide. On s'est inscrits tous les deux sur le forum, lui en premier, moi en deuxième pour l'embêter parce que c'est mon petit frère et que bon, j'allais pas laisser passer ça comme ça. Et de fil en aiguille, on a fini par parler avec JBX, par se rencontrer et maintenant ça fait 3 ans qu'on est mariés. Ouais, moi aussi je trouve ça trop romantique. Donc pour revenir sur la saga MP3, 11 ans quand même c'est long, et il y a 11 ans, qu'est-ce qui vous a poussé à faire une saga MP3? Parce que maintenant c'est quand même, il y en a beaucoup sur c'est Synops.net, je crois que ça s'appelle Synopsite, donc il y a un site qui référence toutes les sagas MP3, enfin toutes. Sinon c'est Netophonix. Netophonix, voilà, je mélange tout le temps parce qu'il y a la web radio Synops Live, je mélange donc Netophonix, oui c'est ça, donc avec énormément de sagas MP3, mais c'est vrai que quand Nullbuck et Reflet d'Acide ont commencé, il n'y en avait pas tant que ça en fait, c'était assez nouveau. Et moi c'est Nullbuck qui m'a donné envie effectivement de faire Reflet d'Acide, juste pour amuser quelques amis, mes amis rôlistes en fait. Donc j'ai repris leurs personnages de jeux de rôle dans notre univers Reflet d'Acier. Mais après, en écoutant Nullbuck, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire ça juste pour amuser mes camarades. Et donc, juste pour amuser vos camarades, aussi une question qui m'intrigue, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, je vais encore me rajouter du challenge, je vais tout écrire en rime? Alors oui, ça a été très progressif ça. Chaque fois, je me rajoutais des petits, des petits challenges, histoire de me compliquer un peu la tâche. Et je me disais à chaque fois, bon, après, les gens vont pas suivre. Là, je vais mettre un peu de rhétorique, là, et puis des allitérations et tout ça. Ça, c'est de l'humour de vieux, ils vont pas suivre. Et finalement, bon, ça a été mon style depuis l'épisode 6, on va dire, surtout. À partir de l'épisode 6, ça a été un peu le tournant. Et voilà. Parce qu'avant, il y a déjà quelques petites rimes, mais après, vraiment, c'est tous les épisodes qui sont... Donc également, toujours sur la saga, au départ, on a des épisodes quand même assez brefs, d'une dizaine de minutes, puis ça augmente pour atteindre 1 heure, 1 heure et demie. Enfin voilà, maintenant, c'est vraiment... C'est des romans en fait audio qui durent très très longtemps, que vous êtes obligé de chapitrer pour les auditeurs. Donc pareil, à quel moment est-ce que vous avez décidé de sortir du format court, qui est quand même le format actuellement de toutes les sagas MP3? Reflet d'Acide, peut-être que je dis une bêtise, mais de ce que j'en sais, c'est la seule qui compte des épisodes aussi longs. Il y a d'autres sagas, je crois, qui font des épisodes assez longs, mais moi, c'est venu du fait en fait de la multiplication des personnages, puisque petit à petit, je rajoutais des personnages secondaires qui sont presque devenus principaux.
Et donc à chaque fois il y avait des petites parenthèses qui se tournaient sur le scénario véritable. Donc du coup j'ai eu plein de petites histoires à mettre en place et à force il fallait quand même qu'il y ait à chaque fois toujours les personnages principaux, plus les nouveaux personnages, plus d'autres petites choses à côté. Donc les épisodes s'allongent comme ça. Toujours plus, toujours plus. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, Reflet d'Acide, parce que donc il y a une bande dessinée, un jeu de plateau qui est en préparation, donc forcément ça. Est-ce que c'est devenu en quelque sorte votre métier principal ou pas? Ou enfin vraiment, ça a dû changer des choses. Ouais, vous êtes invité dans des conventions, donc qu'est-ce que. Alors déjà, ça a changé sa vie parce qu'il a rencontré son épouse, C'est ça. pas mal d'amis, notamment certains qui sont ici, donc les Noobs, les 360 minutes. C'est devenu, de la saga, on est devenu une BD, un jeu de plateau, et maintenant on tourne dans Noob. Donc on rajoute la corde comédien, mauvais comédien, à notre arc. Ouais. Donc ça change beaucoup de choses. Évidemment les conventions, rencontrer les fans, rencontrer les gens. C'est pas son métier, il a un métier à côté, ce qui fait qu'on forcément ça prend du temps aussi, le vrai métier. C'est pour ça que les épisodes sortent pas très vite, mais c'est devenu un hobby très très partie prenante de notre vie et c'est en sorte notre double vie. Lui c'est Clark Kent. En fait, la plus belle réussite, en fait, c'est ça, c'est les rencontres liées à ce média finalement. Puisqu'au départ, je suis très timide, donc j'étais derrière mon écran, j'étais bien peinard, et puis avec les conventions, tout ça, rencontrer des gens, c'est quand même voilà, la plus belle réussite, c'est ça, quoi, de pouvoir rencontrer des gens. Et donc voilà, partie prenante, un passe-temps, mais je voulais savoir, est-ce que vous allez refaire cette année le calendrier de l'Avent de Netophonix, qui permet donc de patienter entre chaque épisode, ça fait partie des rencontres, ça je suppose. Oui, tout à fait. Moi j'aime bien ce petit rendez-vous, chaque année c'est sympa. Donc normalement oui, devrait y avoir. Parce que ça ne va pas tarder, donc le calendrier de l'Avent Netophonix, c'est donc sur le site Netophonix une page web avec chaque fois donc forcément le numéro du jour. Et au lieu que ce soit un chocolat, c'est un épisode plus ou moins bref d'une saga MP3, d'un créateur d'une saga MP3. Et donc chaque année, depuis un certain temps maintenant, il y a un épisode, un petit featuring de Reflet d'Acide pour pouvoir patienter. Donc pour finir, j'ai entendu dire qu'il y avait des t-shirts en préparation avec une bonne idée derrière. Alors en fait, il y a une boutique en ligne qui va se lancer qui s'appelle PGM Stuff. Donc à l'origine derrière c'est les Noobs, Fabien Fournier. On avait des fans qui nous réclamaient les t-shirts, on ne voulait pas en faire d'un point de vue purement commercial. Mais là, comme c'est des amis qui montent leur boutique, qu'on sait que ça sera commercialisé de façon, j'allais dire, équitable ou profitable pour les fans, on a dessiné un premier prototype de t-shirt qui sera lancé certainement soit au Dijon Saiten, soit au TGS. Voir si les fans réagissent positivement ou pas, parce qu'ils nous les avaient réclamés. Et sachant que tous les bénéfices seront réinvestis dans du matériel pour la saga MP3 pour la suite, puisque l'épisode 16 sera le dernier, normalement. Mais le 15 devait être le dernier, je tiens à le signaler. Il ne troll jamais deux fois. Mais il y aura très certainement une saison 2. L'ordinateur ayant plus de 6 ans, il commence à monter des signes de fatigue, donc voilà. Les bénéfices seraient réinvestis là-dedans. Donc, je vais vous poser encore une dernière question, je sais, je l'ai déjà dit. Pour revenir donc sur la bande dessinée, qui a quelques années, donc comment ça s'est passé? À quel moment? Est-ce que c'est vous qui avez contacté le dessinateur qui vous a contacté, qui vous a dit j'ai envie? Non, en fait c'est un éditeur. C'est l'éditeur Clair de Lune qui m'a d'abord contacté. Et puis j'ai mis déjà 1 an à lui répondre, bon d'accord. Peut-être, mais pour moi, je trouvais que ça n'allait pas coller en fait. Et puis ensuite, on a trouvé un dessinateur le Fab, donc qui a trouvé vraiment un petit quelque chose qui me plaisait bien dans les personnages qu'il dessinait, parce que je laissais quand même beaucoup de facilité pour qu'il puisse trouver son interprétation en fait. Et donc là, je me suis dit, bon, allons-y, on va tenter l'aventure. Et du coup, c'est quand même un vrai bonus, puisque ça m'a ouvert la porte de conventions et de festivals, donc de rencontres finalement. Voilà. Toujours des rencontres. En tout cas, merci beaucoup pour votre gentillesse et votre disponibilité. Encore un figurant. Donc merci, c'était vraiment très très gentil. Et donc n'hésitez pas. Si vous connaissez ou ne connaissez pas le principe des sagas MP3, c'est quelque chose à découvrir. C'est une saga MP3 originale, vraiment je trouve très intelligente, parce que voilà, il y a des rimes, il y a des bonnes idées, les personnages, voilà, il y a surtout Trichelieu,
les gags sont assez truculents. Enfin voilà, il y a peu de facilité d'écriture comme on peut trouver dans certaines sagas. Donc vraiment, je vous le conseille. Donc Reflet d'acide et merci encore donc à JBX et Pétulia pour leur gentillesse. Merci beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de cette émission et je propose bien la nouvelle chronique qui a été mise en place il y a maintenant 15 jours, à savoir les 5 minutes. Donc mes chers chroniqueurs, je vais vous donner un petit sujet sur lequel je vais vous demander de réagir très rapidement. Premier sujet, donc la chute de World of Warcraft qui ne compte plus aujourd'hui que 7,6 millions de joueurs avec une baisse constante des inscrits depuis maintenant 2012. Oui, bah, il serait peut-être temps qu'un jour qu'ils comprennent que l'abonnement mensuel c'est terminé, qu'il faudrait se mettre au free-to-play. Moi je dirais, il était temps. Parce que là, ça fait quand même super longtemps que le jeu est en circulation, donc c'est normal. Malgré les nombreuses en effet extensions qui ont été mises en place, dont la prochaine sur laquelle à première vue compte beaucoup, et malgré tout des baisses constantes à l'heure actuelle depuis maintenant 2 ans. League of Legends, le jeu que je joue au monde, c'est un free-to-play. Tous les MMO sont mis au free-to-play. Même ceux qui avaient mis en politique on sera un abonnement mensuel et ont dû passer au free-to-play. Ou le seul en fait. Et sauf FF14. FF14. Ah, cool. Deuxième sujet très rapidement, Hatsune Miku Project Diva qui sort en Europe sur Vita. Est-ce que c'est un jeu qui a un potentiel en France? J'ai testé la version PS3, c'était pas mal, mais je ne comprends pas pourquoi ils le sortent après la version PS3, quelques mois plus tard, c'est un peu bizarre. Mais après le jeu est bon. Je n'ai pas vraiment d'avis sur ce jeu, je ne le connais pas trop. Je sais que des tu amis joues pas ça toi? Non, mais je sais que des amis y jouent, mais je pense que ouais, ça a peut-être un sens d'un potentiel, pour la base de fans hardcore de jeu. Et dernier sujet qui va faire plaisir à France 2, coucou les journalistes de France 2, puisqu'une étude qui vient d'être menée par l'Institut du développement humain de Berlin a prouvé que les joueurs qui jouent aux jeux vidéo ont certaines parties du cerveau qui se développent plus que chez les personnes qui ne jouent pas. Alors ces zones sont dans l'ordre l'hippocampe droit, le cortex préfrontal droit et le cervelet. Alors pour ceux évidemment qui ne s'y connaissent pas beaucoup en anatomie du cerveau, sachez que ces 3 zones sont impliquées dans la mémorisation, la navigation dans l'espace, la planification et la motricité des mains. Alors, les geeks au pouvoir ou pas? Oui, les études sur le développement via les jeux vidéo, c'est pas les premières et elles arrivent tout le temps quoi. Après, je sais pas, moi je suis toujours quand même un peu sceptique et je me dis que j'apprendrai plus en lisant ou en faisant. Même si je suis un gros hardcore gamer, mais bon, oui, c'est sans doute valable, ce sont des études qui ont été faites, à mon avis, qui sont officielles et tout ça. Donc, à savoir si la dextérité des mains dont il parle dans l'étude, c'est en fonction du jeu vidéo, alors de la branlette, on ne sait pas encore. Ça n'a pas été précisé malheureusement, le panel n'était à première vue pas représentatif, trop d'impuissants. Mais on verra ça plus tard. Moi on me disait que j'avais la grossette, maintenant je comprends pourquoi en fait. C'est ça, voilà, ton cerveau s'est beaucoup développé. Et voilà donc pour ces 5 minutes, maintenant nous allons passer au quiz. Donc le quiz, le principe est toujours le même, je vous pose des questions, vous me faites des propositions de réponses à partir du moment où je vous donne le top au départ. Une bonne réponse, 1 point. Si on me propose quelque chose avant que je donne le top départ, c'est 1 point en moins. Loïc sait de quoi je parle, parce qu'il a morflé à l'époque où on était à la radio. Et les points se cumulent et se moyennent émission après émission pour savoir qui dans l'équipe est le geek en chef. Première question que je vous pose, d'où viennent les super pouvoirs de The Flame, le héros du comics du même nom, paru en 1939, top départ? Gros blanc, j'adore. Proposition donc. On peut pas faire un QCM. Alors, les super pouvoirs viennent du... Non. Moi je lui dis qu'il les a eu dans un incendie. Non. Il a été élevé par des moines bouddhistes, il a été élevé par des ninjas, il a été élevé par des loups, il a été élevé par les tortues ninja. Alors attention, proposition chacun très rapidement. Moines bouddhistes, des loups. Eh bien c'est 1 point pour Loïc, puisqu'en effet il a été élevé par des moines bouddhistes qui lui ont appris par la méditation à contrôler le feu, à réussir à devenir insensible à la chaleur et à même réussir finalement à pouvoir prendre du feu et à le renvoyer vers les ennemis. Et tout ça grâce aux moines bouddhistes, comme quoi le Dalai Lama a beaucoup à nous apprendre et cela n'a rien à voir avec ce putain de Serge sur Bordeaux.
Deuxième question. Dans quelle... J'ai réussi à le placer quand même. Dans quelle série TV américaine, je précise américaine évidemment, découvre-t-on la Dharma Initiative Top Départ? Lost. Eh bien, c'est un deuxième point pour Loïc, puisqu'il s'agit en effet de cette série Lost, dans laquelle on avait la Dharma Initiative, qui était une entreprise de scientifiques, finalement, du passé. Là c'était un peu donné quand même. C'était un peu donné, mais pas pour... Voilà. Oui, bah, tu as l'impression de te faire fister par des oursins, c'est normal, Loïc est là. Troisième question. En France, une web-série très populaire a été consacrée à l'univers des geekettes et s'est terminée très récemment après un projet Ulule qui a malheureusement avorté suite à une absence de fonds trop important. Il s'agit de quelle série? Il n'a pas dit Top Départ. Donc un point en moins pour Loïc, je suis fier de mon petit coup de pute là. Donc, alors la réponse était presque bonne, il s'agissait de Hello Geekette. Donc du coup Loïc perdra un point. Nous avons donc Loïc à un point et Benjamin 0. Voilà, je suis fier de moi. C'est bon, je rattrape mon retard. Ah non, Apple me fait toujours avoir. Ah, tu kifferas jamais à cette règle du jeu sournoise. Et dernière question pour ce quiz. Quel film de Hayao Miyazaki s'inspire grandement de l'enfance du réalisateur Top Départ? Merde. Alors là, honte à vous les gars, honte à Ne dis vous. pas le voyage de Chihiro parce que c'est pas ça. The Legend of Zelda, parce qu'il visitait des câlins quand il était petit. Ah non, ça c'est Non. Miyamoto. Ça. Alors, proposition, le voyage de Chihiro pour faire plaisir à Loïc. Le château dans le ciel, le château ambulant, mon voisin Totoro. Mon voisin Totoro. Un point pour Benjamin, puisqu'il s'agit en effet de mon voisin Totoro. Alors explication évidemment, pourquoi? Eh bien parce que Miyazaki était persuadé lorsqu'il était petit de voir des monstres pendant que sa mère se battait contre la maladie, puisque sa mère était malade. Et il avait l'impression en effet de voir des monstres imaginaires, ce qu'il a donc retranscrit dans le film Mon voisin Totoro, où les deux petites filles voient finalement plein de créatures un petit peu particulières, alors que leur mère est à l'hôpital, et que l'on ne sait pas trop si elle va se sortir ou non de sa maladie. Donc le résultat des courses est très simple, nous avons un point par chroniqueur, un point pour Benjamin et un point pour Loïc. Nous La haine prenons est la grande. moyenne. La haine est grande. Donc Benjamin ayant participé à 2 émissions, cela lui fait donc 1,5 de moyenne. Avec Loïc, 1 point, Clément 0 et Ed 1 point. La haine est grande. Ouais, que je donne. C'est bien la première fois que tu donnes quelque chose, tu me diras. Voilà donc, voilà donc pour ce 88e numéro de la Case du Geek. On espère que vous êtes amusés en notre compagnie et que vous avez passé un très bon moment. On vous souhaite 15 jours de très bon geekage puisqu'on se retrouve donc dans 2 mercredis. En attendant, n'oubliez pas, geekez bien. Salut à tous. Salut. Salut.